Alors je vais rebondir sur votre propos et vous poser la question à tous qui me paraît assez difficile de nos jours de la preuve de l'agression sexuelle devant un tribunal, que ce soit donc au niveau de la prise en compte de la parole de la victime comme vous l'avez souligné, mais aussi au niveau de la sidération et notamment des dénonciations qui peuvent être très tardives. Quelles difficultés ça peut poser au niveau de la preuve? Alors, en ce qui concerne la preuve, alors quand on vous demande un examen d'agression sexuelle qui vient de se produire, on doit examiner la personne, voir s'il y a des stigmates de violence, comme je l'ai déjà dit. Ça, c'est des éléments en faveur d'eux. Après, vous avez la possibilité, il faut le faire, des prélèvements pour rechercher de l'ADN dans les zones corporelles qui prouveraient qu'il y a eu relation sexuelle. Après, les auteurs vous diront, c'est pas parce qu'il y a de l'ADN que ça ne règle en rien la problématique du consentement ou de l'absence de consentement. Nous, c'est ça les éléments de preuve que l'on peut apporter dans l'examen d'agression sexuelle immédiat. Alors, il y a un cas quand même qui est particulier, c'est le cas de la petite fille qui n'a jamais eu de relation sexuelle, et ce qui va démontrer qu'il y a eu un forçage en quelque sorte de l'orifice hyménéal, eh bien c'est qu'on va trouver une déchirure qui n'a pas lieu d'être, puisque anatomiquement, une petite fille qui n'a pas eu de relation sexuelle doit avoir un hymen intact. Voilà. Alors, si on trouve une déchirure chez une jeune fille ou une jeune femme qui n'a jamais eu de relation sexuelle, cette déchirure est très en faveur d'une relation sexuelle. Et bon, si c'est toute petite, évidemment, sans consentement, ça va sans le dire. Voilà, c'est ce qu'on peut démontrer d'un point de vue anatomique et organique. Après, tous les stigmates, j'aurais tendance à dire que ça, c'est des éléments directs, et puis il y a tous les éléments indirects dont je vous ai déjà parlé, dont mes collègues vous parlent mieux que moi, mais ça, c'est des éléments, disons, indirects, mais qui sont de forte valeur. Après, la parole des victimes, moi, je ne suis pas compétent pour vous répondre, mais je pense que d'autres en connaissent beaucoup plus long. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de choses très claires. Qu'est-ce que c'est qu'une violence sexuelle? Si vous êtes là, tous, si on est là, nous aussi, plus âgés, eh bien, c'est qu'un jour, un homme et une femme ont eu une relation sexuelle et, voilà, 9 mois après, vous avez pointé le bout de votre nez. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier. La particularité de l'infraction du viol, de l'agression sexuelle, c'est que c'est un acte qui est complètement naturel. Coucher avec une fille ou un garçon, c'est quelque chose qui est... Il y a rien... C'est pour ça qu'il y a l'humanité. D'accord? Et il y a agression quand il n'y a pas de consentement, c'est-à-dire quand cet acte est imposé. Et c'est ça la difficulté. Si vous prenez un coup de couteau, un viol c'est un crime, on vous tue, enfin, vous allez me dire, on tue quelqu'un, c'est un crime. D'accord? C'est la même qualification dans le code pénal. Sauf qu'on ne va pas dire, oh ben, elle était consentante ou elle n'était pas consentante, ou la victime était consentante ou pas, la victime. C'est là où il se joue quelque chose de fondamental dans cette problématique d'infraction sexuelle. C'est que le même acte peut être l'expression du désir, du plaisir, d'un partage, et un crime, qualifié de crime, et créer toutes les conséquences qu'on a à peine évoquées. Donc ça, je crois qu'il faut déjà, il ne faut pas perdre ça d'esprit, parce que c'est ça la difficulté qu'on a. Vous avez quelqu'un, une femme ou un homme qui dit « on m'a imposé une relation sexuelle », l'auteur présumé va dire « mais non, j'ai rien imposé ». D'où la difficulté
pour la victime, parce que malheureusement, normalement, le droit pénal vous en fait, c'est pas la victime de prouver qu'elle a subi une agression, c'est plutôt à l'enquête ou de le prouver. La difficulté, c'est que la victime va devoir prouver, en quelque sorte, qu'elle n'était pas consentante. Quelqu'un qui a été blessé ne va pas dire « Ah non, mais moi, je n'étais pas consentant pour qu'elle me donne des coups. Hein. » D'accord ? Donc ça, c'est la difficulté. L'autre difficulté, c'est que il ne faut pas perdre non plus de vue, c'est que je crois qu'il y a 2 personnes sur 10 qui portent plainte. Donc on est en face de phénomènes qui sont très souterrains, qui font partie de quelque chose, d'une espèce de nuage noir qu'on connaît mal. Et sur ces 2 plaintes sur 10, il y a 20% seulement des auteurs présumés qui vont aller devant une juridiction. C'est-à-dire qu'il y a 80% des plaintes qui sont classées sans suite. Ça aussi, il ne faut pas le perdre de vue. Donc, voilà, c'est l'ampleur du phénomène et là, la difficulté. Alors, c'est vrai que le viol, entre parenthèses, idéal, c'est celui de cette toute jeune fille de 13 ans qui, effectivement, se voit imposer une relation sexuelle par un mineur, également, de 16 ans. Mais heureusement, elle est en foyer. Et quand elle rentre, une des plus grandes, qui avait initié un peu la sortie, dit à l'éducatrice, je crois que la petite, là, le bébé, elle a vécu un truc pas bien, là. Donc, l'éducatrice va la voir, garde ses sous-vêtements, l'emmène immédiatement à l'hôpital, la structure dont le docteur Paysan parlait. Et oui, il y a effectivement des signes visibles de violence. Ça n'a pas empêché l'agresseur, qu'on a retrouvé assez longtemps après grâce au prélèvement, de dire « mais pas du tout, elle était consentante, elle le voulait ». Alors la question était posée, c'est qu'est-ce qui se passe, nous, avocats, comment est-ce qu'on peut convaincre. Là, si vous voulez, il y avait des preuves de la violence, mais ça n'empêche pas de dire il y a des relations sexuelles qui sont parfois, même consenties, qui peuvent être un peu violentes. Donc, bon. Alors, la difficulté, c'est quand effectivement il n'y a pas ces traces biologiques, ces traces de violence, etc. Alors, il y a quand même tout un faisceau de preuves. Hein. C'est-à-dire qu'on va voir déjà les conditions de la révélation. On parlait, je vous disais tout à l'heure que souvent c'était des très jeunes femmes qui étaient des très jeunes femmes ou des viols intrafamiliaux, le père, le beau-père. Très souvent, et ça c'est un psychiatre qui nous l'avait expliqué, mais on le devine, c'est quand il y a une relation, on passe du père, P-E-R-E, au père, P-A-I-R. C'est-à-dire que quand la jeune fille elle-même rencontre un compagnon, un partenaire de son âge, où là, elle ose dire ce qu'elle a vécu. Et c'est ça que les juges vont prendre en compte, ce sont les circonstances de la révélation. Et puis ensuite, on va interroger le passé. C'est-à-dire qu'on va voir, est-ce que cette jeune fille ou ce jeune homme a eu des troubles. Vous savez qu'il y a 7 fois plus de risques de suicide chez les personnes victimes d'agressions sexuelles que chez les personnes non victimes. Donc on va regarder, moi je vois des gamines qui se scarifient, qui font des tentatives de suicide. Et on dit, ou l'anorexie, boulimie, anorexie. Et les psychologues scolaires disent oui, elle fait sa crise d'adolescence, elle est anorexique. Je rejoins tout à fait ce que dit Laurence, c'est-à-dire qu'il il ne faut pas psychoter et pas dire dès qu'une gamine ne mange plus, elle a été violée. C'est pas ça. Mais on aimerait qu'il y ait un peu plus de conscience, un peu plus de curiosité, sans tomber dans quelque chose d'un peu malsain et le soupçon généralisé.
mais un peu plus d'acuité, un peu plus de curiosité, un peu plus d'empathie, un peu plus de prise en compte. Donc le juge, il va regarder tout ça. Il y a des courriers. Moi, j'ai eu un dossier où il y avait la grand-mère, la petite, elle avait dit ce qui se passait. Et la grand-mère l'avait noté dans son journal. Bon, on a ressorti le journal, mais l'auteur présumé a quand même été relaxé, donc ça ne veut rien dire. Avant, on demandait aux experts psychiatres de se prononcer sur la crédibilité de la parole de la victime. On ne le fait plus, on ne le dit plus comme ça. Mais les experts psychologues vont quand même s'interroger sur le fait qu'une victime puisse être affabulatoire, enfin dire des choses qui ne sont pas vraies. Il y a quand même, il ne faut pas croire que c'est ta parole contre ma parole. Non. Non, il y a quand même, au niveau de la justice et au niveau de l'enquête, des espèces de, comment dire, des repères, des bornes, si vous voulez, que le juge va examiner. Mais ce sont des contentieux qui sont, enfin contentieux oui, ce sont des affaires qui sont particulièrement difficiles. Particulièrement difficiles, je vous assure. C'est pas qu'on soit d'un côté ou de l'autre, hein. C'est des choses qui sont, c'est vraiment des moments qui sont très très durs à vivre quand on est avocat, quand on est, et je ne pense pas, enfin je ne peux pas parler à la place des victimes, mais je pense à une jeune fille qui est restée 2h30 à la barre, 2h30 à la barre, et qui s'est battue, vous savez, la petite chatte de Monsieur Seguin, qui vraiment s'est battue pour faire valoir sa parole. Et elle a convaincu parce que c'était vrai. Mais le beau-père disait non, c'est pas vrai, il n'y a pas de témoin. C'est la particularité aussi des drames familiaux, enfin de ces huis clos de violences sexuelles intrafamiliales où il n'y a pas de témoin. Mais bon. Moi, si vous voulez, je pourrais vous donner une bibliographie de livres vraiment très intéressants, si vous voulez un peu creuser sur ces questions-là. Je peux vous donner une petite bibliographie de gens qui ont travaillé sur ces questions et pour approfondir, il n'y a pas de souci. Alors, je voulais juste rebondir rapidement sur ce que vous venez de dire, la question de la preuve, et aussi en parlant de classement sans suite. Nous, à l'association, on a une collaboration très étroite avec le tribunal. Nous, on est en permanence au tribunal tous les jours. On accompagne les victimes qui le souhaitent aux audiences, aux assises. Aussi, pour les classements sans suite, on a aussi un accompagnement pour ces personnes-là, parce qu'on sait très bien que quand il y a un dossier qui est classé sans suite, parce qu'il n'y a pas assez insuffisamment caractérisé, on explique à la victime, avec nos juristes, pourquoi. Parce que la victime a tendance à dire « ils ne m'ont pas cru, ça n'existait pas, mes propres méthodes, etc. » On fait aussi un accompagnement psychologique, parce qu'on peut voir là, c'est ce qu'on appelle aussi une sorte de révictimisation de la victime. Elle est déjà victime de quelque chose, du fait qu'on ne peut pas arriver à condamner quelqu'un, on l'a quelque part et on la révictimise. On fait encore une victime d'un fonctionnement qu'on comprend très bien pourquoi. Du coup, on explique et on accompagne aussi ces victimes-là. Après, les chiffres, c'est difficile parce qu'on sait très bien que ces personnes victimes, il y a des chiffres noirs, des chiffres qu'on ne peut pas savoir, que peut-être ces chiffres sont un peu la pointe de l'iceberg et on ne connaît pas tout. Mais nous, on est là aussi pour faire cet accompagnement et cette prévention aussi. Parce qu'on sait très bien, la preuve, comme vous avez dit, parfois la police, je dépose plainte, je n'ose pas parler, je vais porter, on ne veut pas prendre ma plainte, etc. Nous, on fait aussi des permanences en police et en gendarmerie. Et on est là quand le policier est face à une victime qui vient pour ça. Nous, on est là pour l'accompagner. Et éventuellement, quand ce sont des mineurs aussi, les accompagner aussi.